Bien, pour poursuivre sur les flux numériques, hein, et du moins pour poursuivre sur les flux immatériels, et après avoir vu les flux numériques qui sont particulièrement développés par les géants du numérique que sont les GAFAM et les BATX pour la Chine, on va s'intéresser maintenant aux flux financiers, donc aux transactions financières. Et ces flux financiers, ils sont dynamisés par la croissance de ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger, que l'on abrège par les trois lettres IDE. Alors, qu'est-ce qu'un IDE? Vous avez la définition dans le cours. Donc, investissement direct à l'étranger, hein, ça c'est la signification des trois lettres, mais qu'est-ce que ça signifie, cette définition? Eh bien, ce sont les investissements que réalisent directement à l'étranger les grandes entreprises lorsque, par exemple, elles implantent une activité ou elles rachètent une société dans un autre pays. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, Peugeot, qui est une FTN, une firme transnationale française, va racheter une usine chinoise en Chine ou bien va implanter une usine Peugeot en Chine, on appelle ça un investissement direct à l'étranger ou IDE. Et cette carte ici donc nous montre les principaux pays émetteurs et également les principaux pays récepteurs. Alors les principaux pays émetteurs, ils sont en bleu, et évidemment les principaux pays récepteurs, ils sont en rose. Donc on voit que ces flux financiers vont relier principalement eh bien, les trois pôles de la triade, hein, notamment hein, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Asie de l'Est avec la Chine, avec notamment ben l'une des plus grosses parts du gâteau ou la plus grosse part du gâteau eh bien pour les États-Unis. Hein, on voit que c'est le pays du monde qui émet le plus d'IDE, donc d'investissement direct à l'étranger. Donc c'est-à-dire que si Apple ouvre un Apple Store je sais pas moi, sur les Champs-Élysées à Paris, c'est un investissement direct à l'étranger fait par une compagnie américaine en France. Et à contrario, eh bien, non pas à contrario, parmi les pays émetteurs majeurs d'IDE, donc on a les États-Unis, on voit hein, avec cette partie qui est représentée, hein, qui correspond à peu près 100 milliards ou même plus, hein, presque, ouais, à peu près 100-150 milliards de dollars d'investissement direct à l'étranger. Derrière les États-Unis, on a la Chine qui arrive en second, puis on voit des pays ben, comme la France, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, par exemple, on voit que elle émet plus d'IDE qu'elle en reçoit, c'est-à-dire que les entreprises allemandes investissent particulièrement à l'étranger. Hein. Et on voit que en rose, il y a les principaux pays récepteurs d'investissement direct à l'étranger. Euh, et là, on voit que certains pays comme le Brésil sont uniques ou l'Australie sont uniquement des pays récepteurs d'IDE, hein, ils en émettent très peu. Et on voit également que en Asie, c'est surtout la part de réception d'investissements directs de l'étranger qui est plus importante que la part d'émission. Il suffit de voir par exemple Hong Kong, Singapour, sont des pays, ou l'Inde, sont des pays qui reçoivent plus d'investissements qu'ils n'en font à l'étranger. Le Brésil est un cas évidemment emblématique. On voit qu'ils reçoivent énormément d'investissements de l'étranger, mais ils en font peu eux-mêmes vers l'étranger. Alors qu'au contraire, hein, les puissances industrielles traditionnelles, hein, à savoir les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, on voit par exemple que le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne, la France ont une part d'investissement vers l'étranger qui est plus importante que les investissements de l'étranger qu'ils reçoivent. Et par contre, on vous demande dans un deuxième temps quelles régions se retrouvent à l'écart. Eh bien, les régions qui se retrouvent à l'écart, c'est principalement l'Afrique. Donc, vous voyez, hein, très peu de pays sont, pour pas dire aucun pays, sont émetteurs d'investissements directs à l'étranger de l'Afrique vers l'extérieur. Et ils reçoivent également très peu d'investissements directs de l'étranger. Hein. Le cas emblématique, c'est la Chine, qui est pourtant omniprésente en Afrique et qui investit pas plus de 3 ou 4 milliards de dollars par an en Afrique, ce qui n'est pas grand-chose en soi, à l'échelle d'un continent. Donc, par contre, ce qui est à retenir, alors j'ai dit oui, pardon, que c'était surtout l'Afrique qui était à l'écart. Hein. On voit également qu'il y a une grande partie de l'Amérique du Sud hein, qui se retrouve à l'écart, hein, puisque hormis le Brésil, beaucoup de pays d'Amérique du Sud reçoivent peu d'investissements directs de l'étranger et en émettent également peu. Donc on voit ici qu'il y a des régions du monde ben, qui sont plus connectées que d'autres
ça vous renvoie au chapitre sur la métropolisation, hein. Rappelez-vous, il y avait des métropoles qui étaient plus connectées au reste du monde et aux autres métropoles que d'autres. Eh bien, on retrouve évidemment les espaces, les territoires sur lesquels se trouvent ces grandes métropoles. Encore une fois, l'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est et l'Europe de l'Ouest, ce qu'on appelait traditionnellement la triade ou les trois principales aires de puissance. Ce qui est à retenir, c'est que les investissements directs de l'étranger, ils ont été multipliés par 10 ces 25 dernières années, c'est-à-dire que les entreprises investissent beaucoup plus à l'étranger depuis 25 ans qu'elles ne le faisaient auparavant. Euh, alors ces IDE ont d'abord été émis et reçus par les pays développés, et aujourd'hui, par contre, ben, les pays du Sud en profitent davantage. Mais retenez bien, des régions comme l'Afrique, par contre, sont encore à l'écart. Alors pour illustrer, hein, l'évolution quand même de la répartition des IDE, deux diagrammes circulaires qui comparent la destination des IDE en 2000 et en 2017. En 2000, on voit que 83% des IDE, donc des investissements directs à l'étranger, étaient destinés vers des économies développées. Donc les investissements directs, par exemple de Ford ou de Renault ou de Peugeot, allaient dans d'autres pays développés. C'est-à-dire Ford, qui est une compagnie américaine d'automobile, allait investir par exemple en Allemagne, en France, et inversement, je sais pas moi, je veux dire vraiment n'importe quoi, Peugeot ou Renault allaient investir aux États-Unis. Donc, ça se faisait entre économies développées. 83% en 2000 et seulement 14% dans les économies en développement. Et vous voyez qu'en 2017, on est presque arrivé à, 50 à des chiffres équivalents. 48,8% pour l'économie développée, 47,2% pour les économies en développement. Ce qui manque pour aller jusqu'à 100 étant principalement représenté par les anciens pays communistes d'Europe de l'Est et la Russie, dont la part a légèrement progressé. Mais vous voyez que le basculement, il s'est effectivement fait en faveur des pays des économies en développement et évidemment des pays émergents comme la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, pour ne citer que. Alors les flux matériels sont également très présents, hein, dans la mondialisation et dans, dans la connexion euh, entre les espaces interconnectés, hein. Euh, on a parlé évidemment des progrès des flux immatériels qui représentent 20% des échanges mondiaux. Mais ça montre que les flux matériels, eux, restent dominants puisqu'ils représentent le reste, c'est-à-dire 80% des échanges mondiaux. Et dans ces 80% des échanges mondiaux que représentent les flux matériels, les échanges de produits manufacturés, donc de produits qui ont été fabriqués, assemblés dans des usines, par exemple, je sais pas moi, une chaussure Nike, c'est un produit manufacturé, eh bien, ces échanges de produits manufacturés représentent 65% des échanges internationaux et leur valeur a été multipliée par 8 entre 1986 et 2016. Donc il faut faire attention, hein, les flux immatériels ont progressé, mais les flux matériels restent très dominants et leur valeur surtout a été multipliée par 8 simplement en une trentaine d'années, donc entre 1986 et 2016. Euh, Quant aux échanges de produits primaires, parce que dans les flux matériels, il y a les flux manufacturés, c'est-à-dire les flux d'objets qui ont été transformés par des usines, par des industries, et puis vous avez les flux de matières premières, par exemple des minerais, des hydrocarbures. Eh bien, ces échanges de produits primaires, eux, ont des dynamiques diverses et sont très discriminants, c'est-à-dire que les pays comment dire, qui profitent de cette manne peuvent, en fonction des évolutions du marché, voir leur rentrée en devise être très variable et, euh, et en fonction de l'évolution des prix de ces matières premières, cela peut avoir des impacts considérables au niveau mondial. Alors pour aller un petit peu plus loin, hein, vous avez un texte géoréférence, page 127 de votre manuel, qui approfondit un peu le marché des matières premières et qui dit donc qu'en 25 ans, la valeur mondiale des productions agricoles et minières est multipliée par 2. Donc ça, ce sont des productions primaires, hein, donc qui n'ont pas été transformées par l'homme encore, sinon ça devient des productions secondaires, donc des produits manufacturés. Les Nord tombent de 53 à 43% de l'offre mondiale, alors que les Sud, portés par l'essor de la Chine et mettant en valeur de nouveaux espaces grâce aux fonds pionniers et de nouvelles ressources, captent les trois quarts de la croissance mondiale en passant de 47 à 60%.
Donc cette évolution des matières premières se fait en faveur des Suds qui aujourd'hui sont les lieux qui exportent le plus de matières premières, ou du moins qui produisent le plus de matières premières. Après, le poids des matières premières, comme on vous dit, dans les exportations de chaque pays, ben, dépend évidemment des ressources disponibles, hein. Par exemple, le Japon a moins de matières premières dans le domaine des hydrocarbures que l'Arabie Saoudite. Pareil pour la France d'ailleurs. Donc ça dépend des ressources disponibles et ça dépend également de son niveau de développement, puisqu'il va déterminer la plus ou moins grande diversification de son économie. Généralement, plus un pays est développé, plus son économie est diversifiée. Moins un pays est développé, plus son économie dépend souvent de quelques produits qui sont exportés. Alors l'exemple souvent qu'on sortait, c'était la Côte d'Ivoire qui pendant longtemps dépendait beaucoup, par exemple, de l'exportation de la banane. Donc si le cours mondial du marché de la banane s'effondre, eh bien l'économie ivoirienne s'effondre. Alors que quand vous êtes un pays développé, eh bien vous avez de très nombreux secteurs dont vous exportez les produits. Par exemple, la France va exporter des voitures, mais va exporter également des produits de luxe, va exporter du vin, va exporter, je ne sais pas moi, la gastronomie, va exporter des nouvelles technologies, ce qui fait que si jamais il y a un secteur qui est un peu en crise, eh bien les autres secteurs peuvent compenser. Donc c'est l'avantage d'avoir une économie diversifiée. La Chine, elle, est devenue un acteur majeur de ces marchés mondiaux, hein, des matières premières, notamment en investissant massivement tout azimut, et notamment on l'a vu en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Russie, en Amérique centrale. Donc les industriels chinois investissent pour exploiter les matières premières dans ces pays-là, et évidemment assurer leur dépendance énergétique et leur indépendance énergétique, je veux dire, et leur sécurité de leur approvisionnement, qui est capitale pour ces économies qui se veulent à terme devenir la première économie mondiale. Donc ça, c'est un article que vous trouvez dans l'Atlas de la mondialisation qui est réalisé par l'excellent géographe Laurent Carouet en 2018. Alors, pour résumer la progression de ces flux immatériels et matériels, on peut dire que la multiplication de ces flux de toute nature va aboutir à un monde en réseau. Aujourd'hui, le monde, il est en réseau, il est interconnecté, hein. Vous connaissez les réseaux sociaux qui vous connectent les uns aux autres. Eh bien, on a un monde de réseau, hein, c'est-à-dire un ensemble de chemins et d'axes matériels et immatériels, qu'on appelle des spokes, qui relient les différentes parties de la planète. Et donc vous pouvez essayer d'imaginer cela, hein, un ensemble de chemins et d'axes matériels, hein. Matériels, c'est-à-dire qu'on peut représenter, comme par exemple, je sais pas moi, des autoroutes ou des voies, des couloirs aériens, des TGV, des lignes des routes maritimes, par exemple, on peut les représenter sur une carte. Et puis vous avez ces routes aussi immatérielles, donc ces routes matérielles et immatérielles, on appelle ça en anglais des spokes, qui vont relier les différentes parties de la planète et les lieux de connexion de ces réseaux, c'est-à-dire là où il va y avoir des pôles qui vont connecter un peu tous ces réseaux, on appelle ça des nœuds de communication, des nœuds de réseau, et ces nœuds en anglais, ça se dit des hubs. Donc ça doit vous rappeler quelque chose, hein. Des nœuds de communication dans le domaine des transports, on appelle ça des hubs. Et bien dans le domaine des réseaux matériels et immatériels, on appelle ça aussi des hubs. Donc par exemple, je sais pas moi, Singapour est un hubs dans le domaine du transport, puisque c'est un port gigantesque qui va permettre ensuite de répartir une partie des flux matériels qu'il reçoit vers des ports secondaires. Donc c'est bien un nœud de réseau qui se croise sur Singapour. Donc ces espaces productifs, principalement les trois grands pôles, mais aussi les espaces productifs secondaires, ils sont interdépendants. Et par exemple, l'augmentation du prix du pétrole dans les régions de production, c'est-à-dire par exemple au Moyen-Orient, eh bien, va affecter par exemple tous les pays du monde dépendant de ces importations. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation du pétrole en Arabie Saoudite, eh bien, ça fait augmenter le prix de l'essence à la pompe en France, en Chine, aux États-Unis. Donc ça a des conséquences et ça vous montre que le monde est interconnecté. Et puis vous avez bien vu avec la pandémie du Covid-19 que nous avons une épidémie qui est née en Chine et qui, de par le fait que le monde est interconnecté, cette pandémie a très rapidement touché l'Iran, puis l'Italie, puis l'Europe de l'Ouest, puis les États-Unis, par le biais notamment des flux matériels, mais d'humains, plus que le tourisme, l'immigration, le tourisme d'affaires, ce sont évidemment des flux également, et qui ont contribué donc à la diffusion de la pandémie.